Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Donc bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Mon Budget Zen. Aujourd'hui, je reçois donc Bassem Mejri qui est spécialisé dans l'édition en français de livres anglophones, donc américains et britanniques, qui traitent principalement de finances personnelles et de liberté financière. Il vient de sortir l'édition française d'un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door, un classique sur les finances personnelles aux États-Unis. Et j'ai souhaité l'interviewer donc afin d'échanger sur ce livre et les grands principes véhiculés dedans. Moi, pour ma part, j'ai commencé à lire ce bouquin il y a pas longtemps et vu qu'il m'a beaucoup intéressé, j'ai vraiment souhaité t'interviewer pour en discuter. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous dire un petit peu voilà de quoi parle ce livre, quelle est l'idée véhiculée principale dans ce bouquin? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, le livre, il est sorti déjà depuis un certain temps aux États-Unis, parce que l'édition initiale, originale, date de 96, fin 96, début 97. Ok. Et puis le livre, il a eu une vie éditoriale aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les gens sont très portés sur ce type de thématique. Un peu moins en France, mais c'est en train de se développer, Dieu merci. C'est en train les gens évoluent au niveau de leur mentalité. Donc quant au livre, en fait, il détient plusieurs records, dont notamment celui du nombre de semaines en tant que numéro 1 au niveau de la liste du New York Times. D'accord. C'était à quelle année ça qu'il est détenu ce record? Donc ce record, donc c'était en 97-98. Il est resté Ok. plus de 170 semaines numéro 1 dans la top liste, donc numéro 1 de la liste des best-sellers du New York Times. Et donc c'est un livre qui est très connu là-bas, aux États-Unis, également au Canada, en Australie. Et c'est un livre que les gens s'offrent régulièrement quand il y a un mariage, quand il y a un baptême, parce que c'est devenu une sorte de bible entre guillemets. C'est devenu un classique, comme tu le précisais tout à l'heure, où un père de famille va offrir ça à son fils pour lui inculquer en fait entre guillemets les bonnes valeurs d'une bonne éducation financière qui est pas forcément dispensée dans les écoles, même aux États-Unis, même si là-bas il y a un fort esprit entrepreneurial. Voilà, c'est un livre qui est devenu classique dans le temps, qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et puis ça continue encore à se vendre, qui est très bien référencé, qui est super bien noté, commenté sur Amazon notamment. Et voilà, donc c'est un classique, c'est tout ce qui m'a attiré vers ce livre-là. Et puis j'étais hyper frustré qu'il soit pas disponible en français. Moi-même, je voulais le lire, le, le savourer en français, et aucun éditeur ne le proposait malheureusement. Donc j'ai saisi. Alors que c'est vraiment un classique du même type que Père riche Père pauvre par exemple, je suppose. Ah oui, 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 il est, pour moi, je le mets au même. En fait, dans le top 10 des livres de finances personnelles, il est au même niveau que L'homme le plus riche de Babylone, ou que Père riche Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ou Kiyosaki, ouais. il y a un autre aussi que je voudrais citer, que je mets aussi dans le panthéon des livres de finances personnelles que tu as peut-être lu. Thomas, c'est l'autoroute du millionnaire de NJ DeMarco, Oui, exact, ouais. qui est aussi Classique aussi. exceptionnel. Donc il est dans il est dans cette classe-là. C'est un classique. Il a aussi un côté, ce que j'apprécie comme le livre a plus de 20 ans maintenant, il a un côté aussi un peu intemporel, un peu indémodable, parce que ce sont des principes qui sont devenus des sortes de socles de pensée qui sont qui vieilliront jamais, c'est-à-dire que dans 100 ans, ça fonctionnera toujours. Et c'est ça qui donne tout le charme au livre, c'est que on peut vraiment juger de sa qualité, comme on a le recul, comme il est sorti il y a plus de 20 ans aux États-Unis. Bah, si c'était un livre qui était entre guillemets has-been ou dépassé ou obsolète, bah, il serait Ouais, on n'en tombé, parlerait plus, quoi. on n'en parlerait plus, il serait tombé dans les oubliettes. Personne n'aurait saisi l'opportunité de le traduire. Il est traduit dans plein de langues, il est traduit dans toutes les langues, italien, espagnol, russe, j'en passe, euh, polonais, en indien, tout ce qu'on veut, quoi, toutes les langues, et en français maintenant.
C'était juste, en fait, quand j'ai porté ce projet sur mes épaules, j'avais conscience, il y avait une sorte d'héritage dans ce livre-là, et vraiment, c'est tout un honneur pour moi de pouvoir le proposer aux Français. En fait, j'espère par ma faible contribution apporter un peu plus de connaissances et de savoir pour tous ceux qui auront la chance de l'avoir entre les mains. En tout cas. Puis tu contribues aussi à l'éducation financière qui voilà qui est quand même importante aujourd'hui et comme peut le faire un livre comme Père riche Père pauvre et le fait de traduire un classique comme ça sur les finances personnelles, tu contribues aussi à ça. Oui, absolument. Sachant, bon, moi, j'ai pas honte de le dire, sachant qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis sur ces sujets-là. Euh, voilà, il y a il y a un petit delta, il y a un petit fossé à combler. Et ce type de livre-là permet de se mettre à jour, de vraiment savoir quelle heure il est au niveau de l'éducation financière. Et voilà, ça peut apporter que du positif. Donc moi, j'ai la chance que le livre soit commercialisé là depuis le mois de juin 2020. Donc un petit peu à la sortie, enfin on sortait du confinement. Et donc j'ai déjà eu la chance d'avoir des retours des lecteurs. Et puis les retours sont à 99% hyper positifs. J'ai en mémoire un retour d'un des lecteurs qui m'a dit bah, écoute, bah, j'ai lu le livre que vous avez édité. Et bon, c'est vrai que c'est des choses que moi je savais déjà. C'est quelqu'un qui a Mhm. vraiment un salaire assez important. Je crois qu'il gagnait, il m'a dit qu'il gagnait 200 000 euros par an, donc à peu près 20 000 euros par mois, parce qu'il Ok. avait un poste à responsabilité dans une grande entreprise internationale, dans la logistique, pour ne pas la citer. Et en fait, il m'a dit que c'était des choses que bon, le livre ne lui a pas fait découvrir quelque chose que lui ne savait pas. Mais le fait de lire le livre et de voir tous les cas, parce qu'en fait, le livre est détaillé, mais je le préciserai tout à l'heure. Il y a plein de cas pratiques, c'est-à-dire des cas de couple ou de personnes en solo, de la manière dont ils gèrent leur budget. Et en fait, c'est comme le livre, en fait, quand on le lit, une espèce de prise de conscience de tout ce qu'on peut dépenser et le fait de ne pas budgétiser ses dépenses, et ben en fait on dépense, on dépense, on dépense. Et puis à la fin du mois, on ne sait pas exactement combien on a dépensé. Et il m'a dit en fait, ce lecteur-là m'a dit que la lecture de Millionaire Next Door lui avait vraiment permis de prendre conscience qu'il était vraiment hyper important de pouvoir budgétiser ses dépenses. Ça fait plaisir ce que tu dis parce que c'est toutes les valeurs que je préconise moi sur mon blog et dans mes coachings donc c'est très bien du coup que le bouquin rejoigne vraiment cet état d'esprit. Et alors, du coup, juste pour parler de quoi traite le livre. Donc moi, dans ce que j'ai commencé à lire, j'ai pu comprendre du coup que c'était une étude qui avait été faite sur les millionnaires, donc aux États-Unis principalement, et essayer d'étudier un petit peu le profil type un peu des millionnaires et prouver un petit peu que ben la plupart des millionnaires en fait sont pas forcément des gens riches qui vivent avec voilà de manière extravagante avec des yachts et dans des très grandes maisons de luxe. En fait, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que les millionnaires sont par définition des gens riches. C'est-à-dire Mhm. qu'ils sont riches en termes de patrimoine, en termes de possession immobilière, en termes de possession d'entreprise, en termes de portefeuille d'actions. Ça, à ce niveau-là, ils sont riches. C'est-à-dire c'est un fait. C'est-à-dire que par Mhm. rapport à la fiscalité qui leur est soumise, ils sont riches. C'est-à-dire ils pourront pas te dire qu'ils sont pas riches. Euh, mais leur train de vie, leur habitude de vie, leur habitude de consommation, elle est assez particulière. En fait, ce qu'ont fait les deux auteurs que j'aimerais citer, parce que c'est très important, c'est Thomas J. Stanley et William D. Danko, qui sont les deux auteurs de Millionaire Next Door. En fait, ce sont deux professeurs, deux universitaires américains qui sont dans des prestigieuses universités. De mémoire, je crois que Thomas J. Stanley est à l'université de New York. Les deux sont à l'université de New York. Et Thomas J. Stanley travaille également à l'université de Géorgie, près d'Atlanta, en fait. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ce qui est unique avec Millionaire Next Door et qu'on retrouve pas dans les autres livres qu'on avait cités précédemment, comme Père riche, Père pauvre ou L'autoroute du millionnaire de M.J. de Marco, c'est qu'en fait, ces livres-là, que je viens de citer il y a un instant, ce sont les paroles d'un, bon, j'aime pas trop ce terme, mais je vais quand même l'utiliser, c'est le terme d'un gourou. C'est-à-dire que c'est Robert Mhm. Kiyosaki qui va nous dire que voilà,
notre maison, notre résidence principale n'est pas un actif parce que ça nous coûte de l'argent. Euh, voilà, donc ce sont des préceptes de gourou, d'accord. Pareil pour MJ Marco qui lui va nous indiquer que pour devenir millionnaire, il faut emprunter l'autoroute, devenir entrepreneur, vendre des produits, se dépasser l'histoire de gagner du temps, de gagner de l'argent en fonction du temps qu'on passe au bureau, au travail, etc. De sortir de cette matrice-là. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Millionnaire Next Door, c'est qu'en fait, c'est pas la parole de Thomas J. Stanley et de William Delanco. C'est vraiment la parole. C'est comme si on redonnait le pouvoir aux vrais millionnaires. C'est-à-dire, on leur donne la parole à eux. Dans le sens. Et eux, ils expliquent comment ils ont fait, comment ils en vivent. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les deux auteurs, en fait, ils ont vraiment une approche, je le dis dans l'introduction d'ailleurs, ils ont vraiment une approche statistique. Donc, en fait, ils ont interrogé 14 000 millionnaires. Ils leur ont soumis un questionnaire de 250 questions et en fait, ils ont ensuite analysé leurs réponses. Mais eux, en fait, à la base de l'étude, ils n'avaient pas d'a priori. Ils n'avaient pas aucun a priori. C'est-à-dire, c'est vraiment une étude statistique. Et donc, à partir de ces données chiffrées qui sont présentes dans le livre, parce qu'il y a plein de tableaux, il y a plein de données chiffrées, numériques, des conclusions qui y sont rapportées. Donc, c'est vraiment ce côté-là très factuel, je dirais même au-delà du factuel, hyper scientifique, qui donne foi dans le contenu du livre. Donc, c'est ça qui donne la force en fait. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas la parole d'un millionnaire, mais c'est la parole d'un concert de millionnaires de plusieurs de fois. 250, donc c'est ça. Donc 250 questions dans le questionnaire et en fait c'est 14 000 millionnaires. 14 000, ok. 14 000. Et en fait ils ont travaillé avec une troisième personne qui est créditée dans le livre et en fait c'est quelqu'un d'Harvard en fait qui a déterminé un outil mathématique pour pouvoir géolocaliser les millionnaires, c'est-à-dire les localiser où est-ce qu'ils se situent. Où est-ce qu'ils se situent. Alors, un outil mathématique, tu dis, pour localiser les millionnaires? Voilà, pour localiser géographiquement. Est-ce qu'il y en a plus dans le Connecticut? Est-ce qu'ils sont plus présents dans le Texas? Est-ce que la proportion des millionnaires est plus importante en Californie que par rapport à l'Illinois? Donc voilà. Donc voilà, ça leur a permis de pouvoir donc faire des mesures mathématiques en fait. Et du coup, tous ces millionnaires qui sont interrogés, quelle est leur particularité, enfin, quel est leur point commun, on va dire, s'il devrait y en avoir un ou deux, quel serait leur point commun? Alors, ils ont, je dirais 7 à 8 points communs qui sont vraiment récurrents, qui sont vraiment redondants et qui reviennent de façon assez régulière. Le premier point commun, la première, je dirais, révélation de cette étude statistique dont je parlais à l'instant, c'est qu'ils se sont rendus compte que justement les millionnaires, je mets des guillemets parce que, alors d'abord, première chose, avant de dire, parce qu'on dit les millionnaires, eux, ils considèrent qu'une personne est millionnaire à partir du moment où elle dispose d'un patrimoine d'1 million de dollars. Ouais, ça veut pas dire qu'ils ont 1 million sur leur compte, qu'ils ont quand on assemble leurs biens immobiliers, leurs actions en bourse et tous leurs placements, ça fait 1 million. Voilà, ainsi que la valeur de leur entreprise. Parce qu'on verra aussi que ce sont principalement des entrepreneurs ou des gens qui sont dans des professions libérales. D'accord. Donc voilà, en fait, ils se sont rendus compte, la première grande révélation de cette étude statistique, mathématique, c'est qu'ils se sont rendus compte que la plupart des millionnaires, à 9 fois sur 10, ils habitaient pas dans des quartiers chics. Ils habitaient pas pour vulgariser la chose, ils habitent pas à Beverly Hills, quoi. Ils habitent pas dans des beaux quartiers où le prix où les demeures sont hyper belles, hein. Je dis pas qu'elles sont pas jolies, mais en fait, ils habitent plutôt dans des quartiers de la classe moyenne. Et ça, je dirais, c'est le premier secret des millionnaires next door, entre guillemets. Ouais. En fait, millionnaires un peu communs, quoi, qui au final sont mixés dans cette classe moyenne, mais qui ont juste su faire fructifier leur patrimoine. Voilà, en fait, le millionnaire next door, entre guillemets, on pourrait traduire justement cette expression par le millionnaire d'à côté, ou mon voisin le millionnaire, si on peut faire une traduction un peu littérale. C'est vraiment pour dire que ils sont mélangés à la population. C'est-à-dire qu'on les croise tous les jours. Ce sont des gens qui payent pas de mine, qui sont pas habillés de façon ostentatoire, luxueuse, mais pourtant ils sont bel et bien riches et fortunés. Ouais, et ils sont pas forcément ce qu'on peut imaginer comme
la personne voilà qui fait partie voilà qui dirige enfin qui prend des décisions qui sur la société, ou alors qui sont vraiment très très riches, et c'est vraiment des gens on va dire simples, plutôt simples, pas forcément des gens qui vont avoir des signes de richesse extérieure particulière qu'on peut croiser dans la rue, qui sont assimilés à la classe moyenne mais qui sont quand même millionnaires. Voilà. Alors pour quelles raisons ils sont simples? C'est pas par goût de la simplicité, c'est pas parce qu'ils aiment être simples, c'est parce qu'en fait ils ont Mhm. placé au niveau de leur mindset, au niveau de leur état d'esprit, pardon, ils ont placé Mhm. leur indépendance financière, si tu veux, de façon prioritaire par rapport à leur consommation. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi je préfère être libre financièrement, être indépendant financièrement, plutôt que de rouler dans une grosse cylindrée. Ça m'intéresse pas de rouler dans une grosse cylindrée. Ou bien, on D'accord, se ouais. dire, ça m'intéresse pas de vivre dans des quartiers chics de Paris où le loyer va être relativement important, où les charges vont être relativement importantes. Je préfère gagner cet argent-là et le mettre dans le patrimoine que je vais éventuellement léguer à mes enfants ou à ma descendance, ou à moi-même dans mon patrimoine, plutôt que de le donner à des charges de copropriété. Voilà. Ouais. C'est pas tout. Juste pour s'assurer un train de vie luxueux, ou alors pour vivre dans un très beau quartier qui au final le rendra pas plus heureux, parce qu'au final il sera, enfin il perd en liberté financière par toutes ces dépenses induites par rapport au, enfin voilà au coût de la vie qu'il y aurait dans certains quartiers, ou certains matériels qui vaut très cher, comme une belle voiture par exemple, ils privilégient voilà leur confort de vie par rapport à la liberté financière, plutôt que par rapport à à un certain luxe, quoi. Absolument. Il y a autre chose également. Par exemple, il y a autre chose qui est, on va dire, qui est de l'ordre du naturel. Par exemple, si quelqu'un il gagne, je sais pas moi, on va dire, il gagne par exemple 3 000 euros par mois. Supposons, je prends un salaire à 3 Mhm. 000 euros. Et ben si un jour, parce qu'il a eu, il a bien évolué dans l'entreprise, il est passé cadre, ensuite il est passé responsable de tout un département, il passe par exemple à 8 000 euros par mois. Supposons. Mhm. Et ben sans s'en rendre compte, il va commencer à dépenser. Il va commencer à déjà il va changer de véhicule probablement, j'imagine. Il va changer de garde-robe, il va changer de montre, il va commencer à vouloir voyager aux Maldives, faire des choses un peu plus exotiques. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait il a un salaire de 8 000 euros. C'est-à-dire que le fait d'augmenter de salaire chez le commun des mortels entre guillemets, il va Ouais, vouloir. il va adapter son niveau de vie, quoi. Voilà. Et c'est là le piège. C'est là le piège Mhm. de la société de consommation. Alors aux États-Unis, c'est encore plus vicieux parce que là-bas, on n'a pas trop ça en France, mais ça commence à venir quand même. C'est que là-bas, on leur donne des cartes de crédit. Alors c'est pas au sens où nous, on a nos cartes bleues qui sont indexées, on va dire, sur notre compte bancaire. Là-bas, par exemple, il y a des centres commerciaux qui vont donner des cartes de crédit aux personnes et ils vont pouvoir, même si la carte elle est créditée à 0 $ ou 0 €, c'est pareil, ils vont quand même leur faire des avances de paiement et qu'ils pourront rembourser plus tard à des taux prohibitifs, c'est-à-dire des taux de 15, 20, 35%. Ouais, donc c'est une pratique budgétaire vraiment que je déconseille très fortement. Oui, voilà, qui est totalement désastreuse parce qu'en fait, on sait ce qu'on dépense à l'instant et puis après, on a des charges, enfin Enfin, des déjà, adieux. on n'a pas de vision sur son budget, et en plus, on paye des intérêts sur des achats classiques de la vie courante. Donc, ouais, j'avais fait un post justement sur ce sujet il y a pas longtemps, où je disais simplement pourquoi gagner plus si c'est pour dépenser plus. Et dans le post Instagram, je détaillais exactement ce que tu disais, que ben il y a des personnes qui gagnent 8 000 euros, mais qui sont plus pauvres que des gens qui sont au SMIC, parce que à quoi ça sert de gagner 1 000 euros si c'est pour en dépenser 8 000 tous les mois, et donc du coup d'avoir aucun excédent et d'avoir aucune épargne pour réaliser des projets, et plutôt que voilà à gagner 1 100 ou 1 500 euros, mais savoir gérer son budget, savoir épargner, et ensuite pouvoir profiter de la vie en réalisant nos projets parce qu'on s'est épargné. Et voilà, ça rejoint exactement ce que tu dis, et qui un sujet qui est abordé dans le livre, c'est-à-dire que ben voilà, les millionnaires, ils ont compris ça, parce que ben c'est pas parce qu'ils ont gagné plus qu'ils ont forcément dépensé plus. Voilà. Et en fait, le fait d'être raisonnable, déjà le fait d'avoir un budget et le fait d'être raisonnable avec son budget, ça va donner toute la valeur à l'argent. Ça va donner, pas dans le sens la valeur monétaire, c'est-à-dire pas scripturale. 10 euros, ça reste Mhm. 10 euros. Mais le fait de donner de l'importance à ces 10 euros-là, pour se dire, voilà, bah moi je préfère miser 10 euros sur telle action en bourse qui potentiellement pourrait me rapporter 20 € demain,
bah c'est mieux que de la dépenser dans un achat vite fait d'une bêtise quoi, d'une babiole et Ouais, qu'on va pas utiliser ou qui est inutile, ouais. totalement inutile. Et justement, il y a un exemple dans le livre avec un entrepreneur du Texas. L'histoire est détaillée dans le livre. Je la raconte brièvement. Et en fait, il y a un investisseur donc qui a plein une espèce de concessions automobiles. Il fait des locations de mobil-home. C'est très en vogue là-bas, aussi en France. Et en fait, il y a des investisseurs qui viennent le voir. Et en fait, il est tellement simple, il est comme ses salariés. Donc les investisseurs n'arrivent pas à le reconnaître, n'arrivent pas à le différencier de ses salariés parce qu'en fait, là-bas, les gens sont très roots, très simples, ils se prennent pas la tête. Et donc, il avait des bottes, il avait un chapeau comme tout le monde, en fait, là-bas dans le Texas. Et en fait, il les reçoit dans son bureau, en fait. C'est l'histoire racontée dans le livre. Et les investisseurs qui étaient des Japonais, des investisseurs étrangers, des Allemands, qui venaient investir dans son entreprise, lui disaient, mais pourquoi où est le costume, où est le standing et tout? Et justement, le Texan leur a répondu, c'est un proverbe, en fait, aux États-Unis, qui dit, bah, moi, j'ai pas de grand chapeau, mais j'ai un gros bétail. Dans le sens où D'accord, ouais. je suis pas dans l'apparence, si je peux le traduire ou l'adapter à la langue française, je suis pas dans l'apparence, c'est-à-dire vous allez pas voir que j'ai un gros chapeau, vous allez pas me remarquer dans la rue. Par contre, vous inquiétez pas que mon bétail, c'est-à-dire tous les services que moi je propose au sein de mon entreprise, ma flotte d'entreprise, mes mobilhomes, les voitures que je peux louer, tout ça, c'est vraiment beaucoup. D'accord, ouais. C'est un peu ça l'état d'esprit de Millionnaire Next Door, c'est qu'on n'est pas on n'est pas dans l'apparence, on n'essaie pas d'impressionner les gens parce que ce qu'on peut projeter, mais par contre intérieurement, on a un jeu entre guillemets, un jeu d'esprit qui est riche. Et est-ce que tu dirais, donc du coup, voilà, ces millionnaires-là, donc ils ont la particularité d'être quand même très bons dans leur gestion de budget, dans leurs dépenses. Voilà, ils ont compris que ça ne servait à rien de dépenser plus malgré le fait qu'ils gagnent plus, et donc cet argent-là qu'ils ont plus, ils l'investissent pour faire fructifier leur patrimoine. Mais est-ce que tu dirais, d'après ce que dit le livre, que les millionnaires, ils sont jusqu'à être frugaux ou pas forcément? Oui, j'ai pas peur de le dire. Ils sont frugaux. Tu sais que la frugalité, c'est un art de vivre. Une fois que Ouais, tu, ouais, je sais, enfin, c'est même, ouais, ça arrive de plus en plus en France, hein. Je vois beaucoup de blogs d'ailleurs sur le domaine, donc c'est un sujet aussi intéressant. Et ouais, vas-y, je te laisse continuer, pardon. non, il y a pas de souci. De toute façon, Millionnaire Next Door, c'est une ode, c'est l'éloge de la frugalité, en fait. D'accord. Vraiment l'éloge de la frugalité. Et ce que j'aime bien, en fait, dans ce livre, c'est que ça redonne espoir, ça donne ou ça redonne espoir, même à des gens qui ont des salaires, tout à fait normaux, hein, dans la moyenne française, la moyenne européenne, la moyenne occidentale. Bah, ça leur redonne espoir pour se dire, bah, en fait, c'est possible. C'est possible. Le livre me donne des clés pour que moi je puisse devenir millionnaire. Euh, et que en Mhm. fait, le livre en fait il va te donner des leviers à actionner pour avoir les bonnes habitudes pour devenir millionnaire et pour pouvoir prétendre à une indépendance financière. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça. Alors, je te coupe 2 secondes. J'aime bien insister sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui me disent, enfin, ou j'entends souvent, moi, l'argent, ça m'intéresse pas. Devenir millionnaire, ça m'intéresse pas. Il faut aussi comprendre que gagner de l'argent, c'est pas forcément pour devenir millionnaire, montrer son argent, mais ça peut aussi nous permettre de devenir libre financièrement. Et gagner 1 million d'euros, c'est pas forcément pour dire je suis millionnaire et le montrer à tout le monde, mais ça permet de pouvoir arrêter son travail, d'avoir des revenus réguliers et passifs jusqu'à la fin de sa vie pour aller transmettre ses enfants, et en ayant le temps de profiter de la vie, de profiter de faire ses projets, de voyager, de faire ses projets. Donc je suis désolé, je t'ai arrêté sur ce moment-là parce que je pense que c'est important de préciser que on a le livre et plein d'autres choses, moi, que je véhicule dans mon blog ou même sur d'autres blogs. On parle de devenir riche, mais c'est pas pour nager dans l'argent, mais c'est aussi pour atteindre un certain nombre d'objectifs, et dont notamment la liberté. Je te rejoins à 100 000% sur ce point-là. Le fait de vouloir devenir riche, c'est pas pour écraser les autres, c'est pas pour montrer qu'on est plus fort que son voisin ou que ses collègues, c'est pas pour écraser les gens proches, c'est pour se libérer du salariat, pour gérer son temps comme on l'entend, pour pouvoir voyager si on en a envie, pour pouvoir acheter un gadget si on en a envie sans que ça pose problème au niveau budgétaire. C'est vraiment se libérer, euh,
pouvoir également accéder à des choses créatives si on a envie d'accéder. Par exemple, je pense à des gens qui sont devenus riches, qui ont commencé à écrire des livres. Parce que le fait de devenir riche, ça libère du temps. On a le temps de se Mhm. cultiver, on peut aller au musée si on a envie, on peut passer du temps avec ses enfants si on en a. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je défends les finances personnelles et le fait de devenir millionnaire. Mhm. Sans parler de la contribution, l'exemple qu'on peut donner autour de soi, autour de sa communauté. Et c'est motivant de voir des gens qui réussissent, qui aboutissent à des projets, qui gèrent bien leurs finances. Ça peut que motiver les gens autour. Il y a un effet boule de neige qui s'entraîne. Et ça, pour moi, c'est que du positif. Je vois rien de négatif là-dedans. Ouais, bon, on se rejoint à 100% sur le sujet, c'est top. Et il y avait un autre sujet aussi que j'ai lu donc dans le peu que j'ai lu encore dans le bouquin qui me paraissait assez étonnant, c'est que j'ai vu qu'a priori il y avait un sujet sur le fait que tout ce qui était profession un peu qu'on voyait comme assez riche, par exemple les médecins, les avocats ou les notaires, donc des métiers qui sont souvent associés à voilà des gens qui ont voilà qui sont plutôt aisés voire très aisés, ils étaient généralement soumis à une certaine pression sociale qui font qui faisaient beaucoup de dépenses inutiles pour montrer de la richesse extérieure et qui faisaient qu'ils étaient souvent moins riches que des gens de la classe moyenne Absolument. ou enfin et voilà tu pourrais développer un petit peu ce sujet parce que j'ai trouvé ça super étonnant et intéressant dans le bouquin. Bien sûr. Totalement. Alors, prenons un exemple concret, parce que le livre regorge d'exemples pratiques et vraiment réels, concrets, même si les noms ont été changés pour des raisons de confidentialité. Prenons par exemple le cas d'un chirurgien. Donc un chirurgien, Mhm. ça gagne plutôt bien sa vie. On va dire qu'un chirurgien gagne aux États-Unis, mais ça doit être à peu près pareil en France, on va dire 100 000 euros par an, donc à peu près 10 000 euros par mois. Bien sûr, ce que je dis, c'est une moyenne, c'est un chiffre Oui médian. oui c'est C'est des pas chiffres exact. exemples ouais. C'est vraiment un titre d'exemple que je dis ça. Donc déjà, le chirurgien, il va vivre dans un quartier plutôt cossu. Donc déjà, il va avoir s'il est locataire, il va avoir un loyer qui est plutôt important, d'une part, ou s'il est propriétaire, il a acheté un bien avec un prix qui est relativement important. Donc il a des traites au niveau de la banque qui sont pareil, c'est comme un loyer en fait au final, c'est juste qu'on rembourse une dette qui sont également importantes. Donc déjà, là je vous parle même pas de l'apparence ni quoi que ce soit. Déjà, il a rien que dans le choix de l'implantation de la résidence principale, il y a déjà des disparités qui se créent. Déjà d'une Mhm. part. Ensuite, si c'est un chirurgien, en général, il peut, c'est pas une obligation bien entendu, mais il a une voiture de sport ou une voiture, on va dire, pas forcément de sport, mais au moins haut de gamme, c'est-à-dire Mercedes, BMW ou Audi, quelque chose qui est dans ce type de standing. Donc un très gros passif. Un très gros passif, sachant que donc le livre, bien sûr, il est centré sur ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, Mhm. principalement, ce sont des professions qui sont libérales. Ce sont des cabinets, par exemple, dentaires ou de chirurgie esthétique, où il faut appâter la clientèle, il faut prouver que on représente un certain art de vivre et un certain standing. Donc, on imagine mal un chirurgien arrivant dans une petite Skoda ou dans une petite Smart, Ouais. ça serait plutôt mal vu, quoi. Même par rapport aux employés, on se dirait, bah, celui-là, son cabinet ne marche pas des masses. En fait, on n'a pas envie de faire une opération chez lui. C'est pas top, quoi. Il y a vraiment Ouais donc c'est il y a une vraie corrélation entre ce qu'on montre et notre réussite. Vraiment, aux États-Unis, c'est encore plus marqué qu'en France. C'est-à-dire la montre qu'on va posséder, la voiture qu'on va avoir, le type de vêtements, est-ce qu'on est en Hugo Boss, est-ce qu'on porte du Gucci, c'est un vrai marqueur social. C'est un vrai mhm. signe extérieur de richesse. Et là-bas, ils en jouent beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Et, et voilà. Et du coup, ça porte à préjudice ces gens avec, ces gens avec des métiers, voilà, qui sont, enfin, des métiers libéraux qui gagnent plutôt bien leur vie et eux, ils sont clairement coincés en fait dans ce problème, quoi. Ils sont coincés. Et encore, je parle même pas des avocats d'affaires qui sont parfois obligés d'inviter des futurs clients dans des restaurants chics pour leur parler de ce que pourrait leur proposer leur cabinet. Après, l'addition, elle est toujours pour eux. Donc ça, des dépenses, c'est des dépenses qui sont lourdes. C'est des dépenses qui sont lourdes. Et malgré, et ce qui est bien dans le livre, c'est qu'il parle donc du chirurgien que j'ai évoqué, et également de l'infirmière. Et en fait, on se rend compte que l'infirmière qui travaille avec le chirurgien dans le même cabinet, eh ben, elle pourrait potentiellement être beaucoup plus riche que le chirurgien,
La première raison, c'est qu'elle a terminé ses études bien avant, donc elle est rentrée dans le marché du travail à, je sais pas moi, 22, 23 ans, alors que le chirurgien, il arrive dans le marché du travail à l'âge de 30 ans. Donc déjà, il y a 7 ou 8 ans d'écart. 7 ou 8 ans d'écart où l'infirmière aura accumulé des salaires. Si elle a bien géré son argent, elle aura épargné, ouvert un compte épargne retraite, un livret A, elle aura pu bien mettre de côté, sans avoir un style de vie ostentatoire. Tandis que le chirurgien, il sort de l'école, la fac de médecine ou l'école, à 30 ans, en général financé par les parents. Et puis tout de suite, ça y est, il est mis dans le bain, ça y est. Déjà, il doit ouvrir son cabinet, il doit choisir sa résidence principale. En général, il prend une voiture qui est neuve, plutôt que d'en prendre une d'occasion, ce que fait l'infirmière. Et donc voilà, c'est des dépenses. Après, il a une femme qui est plutôt dépensière, c'est parti, des enfants, ça s'arrête jamais en fait. C'est vraiment un cycle infernal, un cercle infernal. C'est pas du tout vertueux. Ouais, je vois très bien. Et du coup, je reviens du coup au fameux donc millionnaire next door, là, notre millionnaire de la porte d'à côté. Est-ce que tu pourrais décrire un profil type de ces millionnaires? C'est Ouais. quoi un peu l'avatar de ce millionnaire qui pourrait être notre voisin? Alors déjà, l'avatar, bon, je vais parler, bon, ce sont des gens, on va dire que le millionnaire next door, il a entre 25 et 35 ans, si je peux faire un profil type, on va dire on peut aller jusqu'à 40 ans. Ok. Quand il démarre le processus du millionnaire next door, en tout cas. Et en fait, la première condition sine qua non, c'est déjà, ça va peut-être surprendre les auditeurs et les auditrices, c'est que sa compagne soit également alignée avec lui sur Ouais, ses- qui soit en phase avec son partenaire de vie, quoi. Alors ça a l'air de rien comme ça peut même prêter à sourire, mais je peux vous garantir que si on est marié ou en couple avec une personne avec laquelle on n'est pas en harmonie sur la question monétaire, Hmm. et Ah, ben c'est très compliqué, ouais. c'est très compliqué. Et puis supposons bon, c'est un cliché, mais supposons que l'homme soit très économe, frugal jusqu'à la frugalité, et que la femme soit dépensière. Ça peut être l'inverse aussi, y a pas de souci. Mhm. Les deux existent en fait. Et ben en fait ça va créer des clashs parce que si c'est l'homme qui est frugal, bah il va essayer d'économiser au maximum. Sa femme va le vouloir sortir tout le temps, faire du shopping, être dépensière, lui dire qu'on vit qu'une fois, qu'elle n'a pas visité encore Séville, qu'elle aimerait bien aller aux Canaries, voir les Maldives, aller en Australie, euh, que BMW a sorti le dernier SUV qui est pas mal, que Tesla ils sont en train de préparer un nouveau modèle X qui coûte 120 000 euros. Mhm. Voilà, ça s'arrête jamais. Qu'elle aimerait bien avoir une villa, qu'ils aimeraient bien avoir une villa secondaire près de Saint-Tropez parce que voilà, parce qu'elle a vu que Georges Clooney avait acheté dans le coin. Voilà, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, ça peut Ah non, créer mais des déjà, tensions. c'est clair que je te rejoins sur le fait que le fait d'être en phase en fait avec son partenaire de vie, c'est vraiment la première chose à faire parce que si ben on veut atteindre la liberté financière, faut l'atteindre à deux. Donc s'il y en a un qui fait tout pour économiser et investir, mais que l'autre qui veut tout dépenser dans des choses futiles et des passifs, forcément, ben ça peut pas le faire. Donc je te rejoins à 100% que voilà le première règle à mon avis hein, pour enfin la première caractéristique de l'avatar du millionnaire next door, ce serait donc déjà être en phase avec son partenaire de vie. C'est bien ça. Voilà, c'est la première condition sine qua non. La deuxième condition sine qua non, mais elle est déjà connue de tous les lecteurs de livres de finances personnelles, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Et ça a tellement Mhm. été dit, redit, ça a été usé jusqu'à la corde, mais bon, il est Mais toujours c'est bien bon. de le rappeler. C'est bon de le rappeler, c'est une vérité qui peut paraître banale, mais bon, c'est quand même important. Donc vivre en dessous de ses moyens, et puis surtout, moi j'irai même plus loin. J'en parle sur le compte Instagram avec lequel j'interagis avec mes abonnés. C'est que je leur dis toujours de vivre en dessous de leurs moyens, mais de pas s'arrêter à là. C'est-à-dire que la somme qu'on va économiser, c'est de soit l'épargner pour constituer un capital, et une fois qu'on a un capital, même que nous on peut considérer comme modeste, c'est de l'investir tout de suite. C'est-à-dire que même si on a bon 5 000 euros, ça peut paraître rien, mais le fait de l'investir, ça y est, ça déjà on en sait déjà plus que 90% des gens sur cet Mhm. investissement-là. On peut C'est démarrer clair, à parce qu'à 5 partir du 000. moment où on investit quelque part, on va forcément s'y intéresser. Donc on va se former là-dessus, quoi. On va se former là-dessus. Ça peut être, si on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut être des parkings, location, achat de parking avec location,
Après, on commence à s'habituer en calculant les rendements locatifs que ça peut nous apporter. Après, si on est un peu plus aisé, ça peut être des studios, des appartements, donc ça peut être de l'immobilier avec les rendements qui vont avec. Donc, c'est Mhm. très important de tout de suite se projeter vers l'avant, de pas garder l'argent, parce qu'après, si on le garde, on est tenté après d'acheter, de céder à la tentation. Il y a toujours cette tentation qui nous. On est humain après tout, on est faible. Hein. On a Bien tous sûr. des envies, on a tous envie de faire plein de choses, mais on pourra les faire. Il y a un autre point aussi intéressant qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que il y a beaucoup de gens. Attends, je te coupe juste sur un truc, Bassem. Je reviens enfin sur un truc que tu as dit et que juste pour préciser pour les auditeurs qui me suivent un petit peu et pour être cohérent en fait avec ce que je dis sur mon blog, je reviens sur le fait que tu dises qu'il faut investir un maximum. Oui, Je partage à 100% avec toi. Bon, génial. la seule chose que je précise, qui est très important pour les gens voilà qui nous écoutent, c'est toujours d'investir après avoir mis en place une épargne de précaution suffisamment solide pour faire face aux imprévus. Je le précise parce que il y en a certaines personnes voilà qui vont peut-être penser voilà qu'on a mis l'euro de côté, on les investit tout de suite. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que ben il faut quand même être capable de faire face aux imprévus et avoir toujours une épargne de précaution. Voilà, en général, moi je recommande au moins 3 fois son salaire Ouais, pour que ben, si on a une pépite avec sa voiture, avec machin, qu'on se retrouve pas découvert, qu'on fasse pas de crédit à conso et qu'on se retrouve pas à faire un cercle vicieux ou ouais, à du coup à retirer cet argent investi qui nous ferait perdre tous les avantages de l'investissement long terme. ouais, totalement. En fait, le but, donc ce que les Américains, en fait, ce que tu viens de décrire là, les Américains, ils appellent ça le fonds de sécurité. Ouais, c'est Voilà, ça. de façon plus synthétique, mais tu l'as très bien décrit. Mais pour eux, c'est encore plus vital d'avoir un fonds de sécurité parce que là-bas, la sécurité sociale, elle est pas Ouais. En bien, plus, il y a cet imprévu là que nous on n'a pas quoi. on n'a pas, donc bon, voilà. Donc eux, c'est encore plus vital pour eux d'avoir ce fonds de sécurité. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, ce fonds de sécurité en France, il va permettre aux futurs investisseurs de pas revenir à la case départ tout le temps. Ça, Ouais, c'est ça. c'est aussi exténuant. C'est comme faire un espèce de marathon à 42 km où dès qu'on a fini, on dit non, en fait, la course c'est pas fini, il faut que tu cours. Donc au bout d'un moment, on a le souffle court et on n'en peut plus. Donc pour éviter d'avoir la sensation de tout le temps revenir à la case départ, c'est toujours bien d'automatiser un fonds d'épargne. Il va grossir dans le temps, on va presque l'oublier. Ça peut être, Mhm. ça peut même être une somme. Bon, après, l'argent c'est relatif, mais ça peut même être 50 € par mois. Bah, automatisez-le, appelez votre conseiller bancaire, et puis vous oubliez-le, et puis vous allez voir au bout d'un certain temps, au bout de 2 3 ans, vous allez vous retrouver avec 3 4 000 €, et vous, voilà, ça, c'est toujours bien d'avoir ce fonds-là de sécurité, De sécurité, ouais. ou même quand on a par exemple des primes, un 13e mois, des primes de Noël si on est salarié, et bah de les mettre de côté, de les mettre de côté, et puis voilà, pour renforcer son fonds de sécurité, pour moi c'est vital. Parce que revenir tout le temps à la case départ, en repartant de zéro, c'est aussi fatigant. C'est même Ouais. mentalement, c'est dur. C'est exactement ça, pour ça que je me suis permis de le préciser, que voilà, toujours avant les investissements, je conseille toujours voilà, d'avoir ce petit fonds de sécurité pour aussi investir de manière tranquille, parce qu'en général, les investissements, pour qu'ils soient intéressants, c'est du long terme. Et si on investit dans un appart et puis on doit le revendre au bout d'un an parce qu'on n'a plus de sous, c'est un peu dommage, quoi. Oui, oui, bah en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tous les efforts Mm. qu'on a fait, même de négociation avec la banque, les apports, la constitution du dossier, tout Et ça, puis on perd de l'argent en plus, on en perd du plus. temps déjà, on perd pire que de l'argent, on perd du Ouais, temps. c'est Donc, clair. donc, voilà. Je sais plus ce Alors que du coup, je te laisse continuer sur la partie où je t'ai coupé, je suis désolé. rappelle-moi juste ce que je disais, j'ai perdu le fil en fait. On parlait donc des avatars des millionnaires, on avait cité trois choses. On avait dit le fait d'être en phase avec son conjoint, de dépenser moins que ce qu'on, enfin, de vivre en tous ses moyens. Voilà. Et Et t'en étais à la troisième, je moi crois. j'étais à la troisième, c'est-à-dire que je disais que le fait de juste vivre en dessous de ses moyens, c'était une condition qui était Ouais, donc nécessaire. d'investir là, ouais. Donc voilà, donc de se projeter vers l'avant, d'être dynamique, bien sûr, et Mhm. de constituer évidemment le fonds de sécurité qui lui est comme une sorte d'airbag de protection s'il y a un accident, donc ça nous protège voilà de tous les chocs éventuels qu'on pourrait subir. L'autre point, c'est que les gens millionnaires next door sont principalement, mais c'est pas non plus une règle absolue, sont principalement des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont indépendants dans leur activité, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment, comme on dit en France, à leur compte, pour leur compte, à leur compte. D'accord, ouais. Ils travaillent pour eux, mais toutefois, j'aimerais mettre un bémol parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont salariés
Ils sont quand même épanouis dans leur travail. Ça leur garantit un salaire récurrent, donc mensuel. Et ce que je veux dire aussi à tout le monde qui nous écoute, qui nous entend, c'est qu'on peut devenir millionnaire next door tout en étant salarié. L'entrepreneuriat n'est pas une case obligatoire. C'est pas obligatoire, ouais. C'est pas obligatoire. Déjà, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça demande des Mhm. qualités uniques, je dirais. Parce qu'en fait, je fais juste une petite parenthèse sur l'entrepreneuriat parce que c'est assez passionnant comme sujet. Il faut être à la fois un rêveur, c'est-à-dire avoir la vision d'un projet, en même temps être un bon gestionnaire. Déjà, être un rêveur et bon gestionnaire, c'est un peu antinomique. Et en même temps, il faut être un bon manager de soi-même, il faut bien savoir se manager, avoir un recul nécessaire sur soi-même pour voir les failles qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces trois qualités-là. Être à la fois un rêveur, savoir se manager et être un bon gestionnaire. Franchement, c'est très peu de monde qui possède ça dans le monde du travail, je trouve. Et il faut être également capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Il faut déjà être prêt avant qu'elles se présentent pour pouvoir les saisir et pouvoir les exécuter correctement. Là encore, c'est pas donné à tout le monde. D'accord. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est tellement des caractéristiques qui sont tellement subtiles, qui sont tellement, je dirais, diffuses dans l'espace, dans la population, que tout le monde ne peut pas prétendre à l'être. C'est un mythe. C'est un mythe, malheureusement. Et d'ailleurs, on le voit, le nombre de millionnaires, c'est pas extensible. Hein. Je pense que actuellement, selon Forbes, il doit y avoir pas plus de 2000 millionnaires dans le monde. Il y en a à peu près 1800, 1870, 1880. Donc voilà, si on considère D'accord. moi je considère que quand ils sont. Et d'ailleurs, on remarque, j'attire ton attention sur le fait que presque 100% des milliardaires qui sont donc au top de la richesse mondiale sont tous des entrepreneurs. Je pense à Ouais. Bernard Arnault, Carlos Slim, Bill Gates évidemment avec Microsoft, Jeff Bezos avec Amazon, ce sont tous des entrepreneurs. Là, c'est clair. Peut-être il y a juste Warren Buffett en tant qu'investisseur, mais bon, après lui aussi, il a créé son entreprise, il a créé son fonds d'investissement, donc c'est bon. Voilà. Ça se rejoint aussi, quoi. Pour moi, c'est un entrepreneur parce il a sa structure en fait, Ouais, il a sa structure, donc oui, c'est qui clair. va de toute façon lui survivre après son départ. Mm. Donc voilà, donc on peut très bien devenir millionnaire next door tout en étant salarié. L'histoire, Ouais, c'est c'est juste pas de, une. c'est pas obligatoire, c'est pas Mm. obligatoire parce que c'est difficile de devenir entrepreneur. C'est un vrai défi, c'est un challenge. On fait des prévisions, mais elles sont peut-être pas forcément remplies. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour proposer un service de qualité, des produits de qualité, faire parler du produit. Mais après, on ne sait pas comment la mayonnaise va prendre. Est-ce que les gens vont être réceptifs ou pas? Il y a aussi un facteur, il y a une espèce d'inconnu. Voilà. Donc il y a un petit facteur chance aussi qui rentre en ligne de compte. Et ça, c'est pas prévisible à l'avance. Donc, mais on peut en tout cas devenir millionnaire next door tout en étant salarié et en gérant bien son budget, en gérant bien ses investissements, ses salaires et voilà. Donc c'est pas le fait de ne pas être entrepreneur n'est pas du tout ça exclut personne en fait ce livre-là. Il est pour tout le monde. Alors du coup, on se dirige vers la fin de l'interview. Je vais te poser, alors avant de parler un petit peu de tes projets futurs et de où c'est qu'on peut te retrouver, je vais te poser deux questions que je commence à poser un petit peu en fin de chaque interview, qui sont des questions un petit peu classiques. Je vais te demander un petit peu toi, aujourd'hui pour toi, quelle est ta vision vis-à-vis de la gestion de budget ou comment aujourd'hui toi tu gères ton budget? Écoute, alors moi j'ai toujours géré mon budget depuis. Moi j'ai une tendance qui est plutôt à être raisonnable. Donc je Mhm. gère toujours mon budget de façon raisonnable et anticipée. C'est-à-dire que quand je sais que je vais avoir des sorties d'argent, j'essaie vraiment de les étaler dans le temps pour pas créer des décaissements d'argent qui sont trop importants. Donc j'essaie toujours D'accord. d'anticiper, d'être toujours dans le, j'essaie toujours d'avoir 2 mois d'avance sur les dépenses éventuelles que je pourrais avoir. Et c'est D'accord. encore plus vrai dans le cadre de mes activités entrepreneuriales par rapport à la maison d'édition. Donc je dispose d'un capital et en fait j'essaie toujours de gérer les finances de façon à toujours rester dans le vert et à Mhm. générer assez de flux financiers pour générer du cash, générer des flux financiers entrants, donc ce qu'on appelle les actifs, et d'éliminer au maximum tous les passifs possibles et imaginables. Donc pour répondre à ta question le plus précisément possible et le plus honnêtement
possible, c'est que j'essaie d'éliminer les dépenses pas nécessaires, dans la mesure du Mhm. possible, que moi j'estime pas nécessaire. Je renégocie mes contrats parce qu'il faut faire jouer la concurrence. Bien sûr, et tu fais baisser tes charges fixes. J'essaie de faire baisser mes charges fixes. J'essaie toujours de trouver des alternatives pour compresser mes coûts. Mhm. Parfois j'achète en gros pour justement payer moins cher la quantité et puis étaler la consommation dans le temps. Mhm. Voilà, j'ai vraiment une approche à la fois anticipatrice et des fois j'ai pas peur de payer une somme plus importante si je peux avoir plus de quantité de matière parce que je sais que cette Mhm. matière-là je vais en avoir besoin et je vais pouvoir l'étaler dans le temps. Et aussi je prends en compte dans ma politique budgétaire du facteur temps que les gens ne prennent pas forcément en compte. C'est-à-dire que quand je fais des achats, typiquement, je vais essayer de faire des achats une fois par semaine et je vais pas essayer d'y aller tous les jours parce que même si à la fin et ça va me coûter moins cher en fait parce que je serai moins tenté Ah déjà. bah, c'est clair, hein. Le fait d'y aller le moins possible, par exemple faire les courses, on va forcément moins dépenser que si on y allait tous les jours. Ça C'est c'est quelque c'est chose que je recommande aussi. c'est évident et je parle également du levier de temps parce que le temps qu'on sera pas en train de faire les courses, on pourra faire autre chose, on pourra sortir, on peut faire du sport, on peut rencontrer des amis, on peut faire des discussions, on peut lire un livre, on peut s'enrichir, se cultiver, ouvrir son esprit à des choses beaucoup plus intéressantes que juste de consommer, d'acheter et de voilà, beaucoup plus intéressant. D'accord. C'est des activités beaucoup plus enrichissantes, je trouve. Ouais, je partage. Bah, merci pour cette réponse, c'est super intéressant. Et la deuxième petite question de fin, je voulais savoir, alors en plus toi t'es bien placé pour parler vu dans quel domaine tu es, c'est quoi le livre phare qui t'a fait un déclic dans ta vie en général? Alors paradoxalement, alors en fait il y a plusieurs livres phares. Si tu me permets d'en Mhm. citer plusieurs. Alors il y a un livre phare, on va dire le premier qui m'a donné une petite claque. C'est une édition spéciale. Le livre est archi connu, hein, c'est un classique aussi, au même titre que Millionnaire Next Door. C'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Ouais. qui est sorti pour la première fois, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les années 50, donc 53 ou 56, si ma mémoire est bonne. Et en fait, j'ai eu la chance Mhm. qu'on me l'offre dans une version originale, française originale, parce que moi j'aime bien les livres anciens. Et en fait, c'était une version des années 60, je crois. Et le fait de le lire dans sa version originale, ça a beaucoup plus de charme que de l'acheter là aujourd'hui sur Amazon et d'avoir la version reliée poche à 6,99 €. Ça, je trouve que c'est plus industriel. Il y a pas la même saveur, je trouve, en tant que Ouais. lecteur. Et moi, j'aime bien le papier un peu joli, un peu qui a pris de l'âge et tout, avec l'ancien lecteur qui m'a précédé, qui a mis des annotations que j'essaie de déchiffrer un peu comme des hiéroglyphes. Mhm. Donc voilà, le livre, il a vraiment vécu et c'est un livre qui a une âme en fait quand il arrive sur mon bureau. Ça, j'apprécie beaucoup. Donc le premier livre qui m'a éveillé à tout le développement personnel, je dirais c'est Napoléon Hill et sur Réfléchissez et devenez riche. C'est vraiment le premier livre que j'ai eu entre les mains qui était vraiment riche, mais pas au sens monétaire du terme. C'est vraiment riche de d'inspiration, d'épanouissement, de vocation, de positivité, d'ouverture sur les autres, de confiance en soi. C'est vraiment un livre plein de lumière Mmh, d'accord. que je recommande énormément. Ça, c'est pour le développement personnel. Tu vois, donc c'est plus développement personnel, c'est plus comportemental. Euh, Ouais. Après, il y a un autre livre qui m'a donné une autre gifle dans le sens positif du terme. C'est un livre de Robert Greene, qui est un auteur américain qui a écrit Les 48 lois du pouvoir et qui est l'un de mes auteurs préférés. Mais mon livre préféré de cet auteur ne sont pas Les 48 lois du pouvoir, mais un livre qui est sorti en 2014 dans sa version française et que je recommande à tous mes étudiants et à tous mes proches, qui s'appelle Atteindre l'excellence. Et en fait, Ah, j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de ce bouquin aussi. et en Je l'ai fait, pas lu, mais j'en ai entendu parler. et en fait, pour faire le pitch rapide du livre, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire également sur ce livre-là, c'est en fait, le pitch du livre, c'est, supposons qu'on arrive à l'âge de 60 ou 65 ans, et qu'on n'a pas réalisé sa vocation, et ben même si on a gagné des millions, même si on est une superstar de tout ce qu'on veut, de la musique, de la télé, du cinéma, tout ce qu'on veut, de YouTube, et ben si on n'a pas réalisé sa vraie vocation qu'on a à l'intérieur de soi, et ben en fait malgré tous les apparats qu'on peut avoir, tout notre mode de vie, notre lifestyle, et ben en fait on n'a pas réussi. Donc ça c'est là je D'accord. décris vraiment les premières pages du livre de Robert Greene.
Et en fait, ensuite, par rapport à ça, il va décrire 6 étapes, euh, 6 étapes pour justement réaliser cet objectif-là. Et donc la première étape, donc, comme vous pouvez le deviner, c'est découvrir sa vocation. Ensuite, c'est de trouver son mentor. Deuxième étape. Troisième Mhm. étape, dépasser le mentor. Quatrième étape, atteindre la créativité. Et après, s'épanouir, se réaliser en cinquième et sixième étape. Voilà, j'ai résumé le livre J'ai résumé le livre. brièvement, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et donc voilà, D'accord. c'est les deux principaux. Et en finance personnelle, je mettrai Millionnaire Next Door, évidemment, avec le Mhm. Tarot du millionnaire de MJ DeMarco, que j'aime beaucoup pour son côté brut de décoffrage, Ouais, que je recommande aussi, qui est, également. qui est très fort et qui nous sort d'une espèce de léthargie et qui nous met des bonnes gifles à nous, lecteurs, lectrices, et qui nous réveille, nous dit, vas-y, bouge-toi, voilà, moi je roule en Lamborghini, qu'est-ce que t'attends pour pas me rejoindre sur l'autoroute du millionnaire? Vas-y, viens, c'est possible, l'autoroute elle existe. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens. Donc en fait, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est une espèce de métaphore. En fait, il dit qu'en fait, il y a des gens qui sont sur le trottoir, donc qui Mhm. avancent à pas à vitesse d'un passant, en fait, d'un quelqu'un qui marche. Il y a des gens qui courent sur ce trottoir, donc ils font leur footing. Ce sont bien sûr des paraboles, ce sont des images. Et puis il y a des gens qui sont en direction, soit qui sont en direction de l'autoroute du millionnaire, soit qui sont déjà sur l'autoroute du millionnaire, sont déjà à 300 km à l'heure. Et il nous explique comment atteindre justement, mettre le GPS et atteindre cette destination en fait. Mais c'est très métaphorique, mais c'est très concret aussi. Donc voilà les livres que je recommande. Et si je pouvais terminer sur un autre livre aussi, qui est aussi un vieux livre, et qui est aussi un classique des finances personnelles, c'est L'homme le plus riche de Babylone, qui est vraiment, Ouais, et celui-là, il se lit très rapidement en plus, et c'est vraiment, c'est vraiment un petit ce qui papier. est marrant, C'est un petit ce papier. bouquin, il est vraiment tourné avec des sortes de lois ou de trucs un peu vieux, quoi. On dirait des trucs antiques, des lois un petit peu antiques, mais ça marche toujours aujourd'hui, quoi. C'est ça Ça marche qui est bien toujours. dans ce livre. Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes en fait. Et c'est Mm. toujours vrai. C'est vraiment vérifié. En fait, il se place en fait à l'époque de Babylone, qui est une époque pré-antique, avant Jésus-Christ. Et donc, c'est les sagesses de Babylone, donc comment les sages de Babylone géraient leur argent, quoi. Et mais le livre, il se lit, je sais pas, en quelques heures, je sais pas, 2-3 heures. Ouais, même pas, hein, même pas. Ouais. Enfin, ça, enfin, on peut le lire d'un trait, quoi. C'est très En plus, rapide. la lecture, elle est agréable, elle est simple. On se prend pas la tête avec différents personnages, c'est fluide. Et puis après, ça aussi, c'est un bon coup dans la fourmilière, je trouve. Ça remet bien Ouais. les pendules à l'heure, quand même. Écoute, Bassem, merci beaucoup pour cette interview, pour tout ce qu'on s'est dit. Oui, merci à Du coup, toi. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, moi, je vous invite fortement à aller regarder son compte Instagram qui s'appelle Millionnaire Next Door FR, où voilà, il y a tous les échanges sur ce bouquin. Vous pouvez le contacter directement si vous avez des questions, ou pour l'acheter directement, allez sur Amazon, mettez un commentaire pour noter le bouquin si vous l'avez lu. Et est-ce que peut-être tu peux nous dire tes futurs projets, ou c'est qu'on peut te retrouver, mis à part Instagram? Alors, on peut me retrouver sur mon compte LinkedIn très facilement. Vous Ouais, tapez juste Mejri Bassem, vous allez voir. Il y a la pochette du livre Millionnaire Next Door, donc vous pouvez pas vous tromper. Là aussi, vous allez trouver du contenu exclusif. En fait, comme LinkedIn, c'est un peu plus pro, donc le contenu il est calibré autrement que sur Instagram où c'est plus freestyle en fait, c'est un autre public. Donc vous me retrouvez facilement sur LinkedIn, Instagram comme tu l'as dit Thomas, également sur Facebook, il y a le compte de Millionnaire Next Door. Par rapport à mes futurs ok, projets, il va y avoir la sortie d'un livre qui s'appelle Comment devenir riche de Félix Denis. Donc ça va être la seconde sortie de la maison d'édition que j'ai l'honneur de fonder qui s'appelle Frégate Édition. Il est probable également que, bon là on est en train de voir avec le Covid, etc., mais il est probable que je lance une espèce de tournée à travers la France où je pourrais présenter le Millionnaire Next Door au public sous forme de, dans un premier temps, peut-être 1 heure 30 de présentation factuelle du livre, et puis peut-être après 1 heure 30 de questions-réponses, de débats avec les personnes qui viendront nous rencontrer. Donc ça, c'est également prévu. Après, avec la crise, on a dû décaler
les événements. Et puis après, il va y avoir plein de livres qui vont sortir dans le même, toujours dans le domaine de la finance, des finances personnelles. On a des livres, des classiques. Donc nous, nos critères avec lesquels, sur lesquels on se base, c'est il faut que le livre soit un best-seller. Il faut qu'il n'ait jamais été traduit en français. Il faut que nous, on aime vraiment beaucoup de livres. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'amour pour le livre pour qu'on puisse le sélectionner, parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de passion. Il y a beaucoup de choses qu'on souhaite partager à travers toutes ces connaissances-là. Bon, bah, très bien. Bassem, merci beaucoup là pour encore pour l'interview, hein, et pour toutes tes explications et tous nos débats autour de la liberté financière et puis de ce livre, hein, qui véhicule beaucoup ça. Ben écoute, je te dis à bientôt. Bonne continuation en tout cas, et encore merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je t'en prie, et moi je tenais vraiment à te remercier chaleureusement pour ton invitation et pour tous les échanges qu'on a pu avoir. Merci infiniment. Avec grand plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.